Oui, voici le regard acide de Natacha Polony sur l'actualité et sur la presse. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie bonjour. Et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, c'est le même qu'hier. Jérôme Cahuzac, sourire crispé, mais front déterminé. Le Monde compte en Suisse. Cahuzac a-t-il menti au président? Et le Nouvel Observateur qui publie une enquête complète sur le parcours du brillant chirurgien, les secrets de l'affaire Cahuzac. Le Figaro élargit le sujet avec la motion de censure. Hollande héros, la série noire. Et tandis que Libération nous livre un numéro spécial Libé des écrivains avec à la une photo sinistre de Virginie Despentes aux yeux exorbités, histoire de bien montrer que la littérature rebelle c'est du sérieux. Le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse au réel. Hall d'immeubles occupés, l'insupportable impunité. On commence avec la motion de censure rejetée à l'Assemblée. Oui, alors est-ce qu'on en attendait quelque chose? Visiblement non, à lire le ton blasé des éditoriaux ce matin. Sous les précédentes républiques, analyse Philippe Vaucan, les motions de censure avaient pour objet de contribuer à la recomposition des majorités. Sous la 5e, elles servent à montrer que l'opposition ne dort pas. Mais justement, dans la presse de la Manche, Jean Levallois s'agace du glissement de sens. Vu l'état de la France et la maladresse gouvernementale, pourquoi pas une motion de censure? Mais l'instrumentaliser pour redorer le blason de Jean-François Copé, ce n'est plus une mesquinerie, c'est un manque de respect des Français. On passera sur le commentaire de l'écrivain Mathieu Larnaudy dans Libération qui nous prouve que le regard aiguisé sur la comédie humaine n'est pas donné à tout teneur de plume. Bon, la description d'un Copé machinal, amorphe et paraissant presque s'ennuyer lui-même pourrait paraître juste, si elle n'était suivie d'un descriptif admiratif de la prestation de Jean-Marc Ayrault. On va donc lire les journalistes, et notamment Martine Chevalet dans Le Parisien. Pendant que Copé lançait son offensive, Devedjian a bouquiné, NKM a pianoté sur sa tablette et Jean-François Lamour a tenté une cocotte en papier. Et quant au Premier ministre, Jacques Camus dans La Montagne dresse le bilan de sa réponse. Il a prononcé hier un discours de politique encore plus général que le premier, se contentant de marteler en essayant de forcer le ton quelques poncifs. Le plus drôle finalement ce matin, c'est l'article d'Anne Revent dans Le Figaro qui nous parle du blues des ministres. Pensez donc, il trouve que François Hollande n'est pas assez affectif. Un nostalgique anonyme soupire. C'était tellement plus joyeux à l'époque de Jospin. Bah oui, forcément, la gauche bénéficiait de la croissance mondiale, pouvait tuer l'économie française à coup de 35 heures et faire du sociétal en parlant de sentiment d'insécurité. Bon, ça s'est terminé le 21 avril 2002. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet ne fait pas que pianoter sur sa tablette, elle se prépare aussi à affronter Anne Hidalgo. Mais oui, à Paris. Et le Nouvel Observateur nous présente les concurrentes façon annonce sur un ring de boxe. Après avoir lu le dossier, on comprend assez mal comment les Parisiens vont pouvoir départager les deux figures du boboïsme urbain. Mais pour comprendre cet étrange mimétisme politique, il faut lire en fait le portrait de Nathalie Kosciusko-Morizet par Martine Page en dernière page de Libération. Elle décrit alors les vagues références à Thoreau, à l'écologie politique, d'une femme qui en fait a très bien compris que le pouvoir est ailleurs, à Bruxelles et dans les multinationales. Nathalie Kosciusko-Morizet, écrit-elle, est une digne héritière de Sarkozy et de ses citations de Jaurès. Le Parti socialiste ne devrait pas être outré. Lui-même pille Milton Friedman, économiste libéral, depuis 1984. À droite, quand on vole à la gauche, c'est pour de faux. Tandis qu'au Parti socialiste, quand on s'approprie les idées de droite, on le fait avec application. Comment va la France ? Eh bien, il y a un dossier essentiel, en revanche, dans le Nouvel Observateur qui nous en parle. C'est à propos du dernier ouvrage des démographes Hervé Lebras et Emmanuel Todd, Le mystère français. Une analyse, carte de géographie à l'appui, des réels clivages de la France. La carte de répartition des ouvriers, par exemple, strictement inverse de celle de la répartition des jeunes immigrés. Les anciennes zones communistes en dépression, alors que ce qu'ils appellent le catholicisme zombie, mort mais encore vivant, maintient un peu d'optimisme et de lien social. Une preuve en fait que la géographie nous en dit aujourd'hui beaucoup plus qu'une sociologie trop souvent instrumentalisée. Alors il y a aussi dans Le Figaro un sujet qui vous a particulièrement intéressé ce matin. Oui, bien sûr. Il y a la page de reportage à Chypre, dans une île au bord du chaos, privée d'argent liquide, et qui fait éclater sa colère anti-allemande. Mais il faut aussi s'intéresser à la page sur la répartition de l'eau entre Israéliens et Palestiniens, alors que toute la presse s'accorde à dire que la visite de Barack Obama aura autant d'impact qu'un voyage touristique. Palestiniens privés de leurs ressources, mais Israéliens qui critiquent le manque de rigueur et de volonté des ingénieurs palestiniens. Comme le dit un responsable d'une ONG palestinienne en quête, lui, de solutions pratiques, on n'est pas obligé d'être amis, mais on peut très bien acheter l'eau à Israël. C'est un pragmatisme malheureusement bien solitaire.
Le clin d'œil du jour. Eh bien, le site slate.fr relate ce débat qui agite Berlin. La ville est-elle bien préparée en cas de catastrophe liée à des zombies ? Pardon ? Oui. En fait, il y a un petit groupuscule politique qui vient de reprendre une brochure éditée aux États-Unis qui cherchait à intéresser les jeunes à la prévention des catastrophes en leur parlant attaque de zombies. Vous voyez, histoire d'être plus crédible. Oui. Bon, sauf qu'en Allemagne, on ne plaisante pas avec les sujets sérieux. Le Sénat a rejeté la proposition d'un manuel de survie en cas d'attaque zombie. Et ils ont tort. Les Européens du Sud sont de plus en plus réduits à l'état de mort-vivant. Pour l'instant, ils ont l'air de trouver que la politique allemande n'y est pas étrangère. Ils devraient se méfier, les Allemands. C'était Natacha Polony sur Europe 1.